Michel, bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices dans le domaine de la connaissance de soi. Cela fait quelques années que le thème du masculin et du féminin m'interpelle. Je me souviens du livre de Paul Salomon, La femme solaire, qui fut inspirant pour moi. Moi, issue d'une famille avec un père dominant, patriarche, qui considérait les femmes comme des êtres inférieurs, juste bonnes à servir les hommes et à assurer la reproduction. Et oui, Ça même n'existe plus. dans les années 60, ça existait encore. Oui, oui. Oui. Oui, quelques années plus tard, j'ai commencé à m'interroger sur l'équilibre masculin-féminin dans notre société et au sein de nos entreprises, avec surtout cette course contre le temps, la compétition, l'épuisement des ressources terrestres et le burn-out, maladie de toute une génération. Et puis, il y a un mois, j'ai reçu la newsletter de mon invité d'aujourd'hui, Francis Kretz, auteur du livre Je développe mon féminin et masculin, paru aux éditions Jouvence, et j'ai tout de suite eu envie de l'inviter. Avant de continuer, petit clin d'œil, je vous invite à cliquer sur le pouce et à vous abonner pour soutenir cette chaîne qui a à cœur de mettre en avant des personnes qui contribuent au bien-être et aux prises de conscience. Merci à vous. Bonjour Francis. Bonjour Oriane, et puis pour nos auditeurs et visionneurs, je ne sais pas comment on dit exactement, cliquez bien sûr pour vous soutenir et merci Oriane de m'avoir invité pour m'interviewer sur mon livre et mes travaux. Voilà, merci. Bienvenue Francis dans la boîte à livres. Alors Francis, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes coach professionnel et expert en mixité du féminin et masculin. Ancien cadre dirigeant, vous avez managé des équipes mixtes, pluridisciplinaires et multinationales. Vous êtes l'auteur de 4 livres de haïku, de 3 livres de pédagogie poétique sur le haïku lui-même et sur les philosophies de vie du zen et du Dao. Vous êtes marié, père d'une fille et d'un fils et multi-grand-père. Et vous êtes aussi, quelle bonne chose, pianiste et violoncelliste. Ouais. Il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce portrait très Oh, bref? plus récemment, je fais un peu de bénévolat et j'anime un atelier pour adultes, enfin pour seniors même, d'ailleurs, de philosophie de la vie et d'autre part, un atelier aussi de méditation. Donc la musique, la méditation et puis évidemment les relations avec les autres sont au cœur de mes passions. Voilà. Mmh. Alors Francis, pourriez-vous nous dire ce qui vous a motivé à écrire un livre sur le féminin masculin? Alors, ce qui m'a motivé, c'est un concours de circonstances. C'est un peu comme dans le Tao, on chemine dans sa vie tout en la cheminant. Et bon, parfois, voilà, on tombe sur des faits qui vont nous guider et vont nous donner une impulsion pour aller dans un sens ou dans l'autre. En sortant de la grande entreprise où j'étais, je me suis mis au coaching, je me suis formé pendant un an et je cherchais un peu une spécialité. Et puis, par le coup du hasard, bien sûr, je rencontre une première fée qui était responsable d'un réseau de femmes dans une grande entreprise du CAC 40 et qui cherchait un manager d'équipe mixte à interviewer. Alors évidemment, c'était moi. Et donc, j'avais jamais réfléchi à cette question, bien que j'ai toujours managé des équipes effectivement mixtes au sens hommes et femmes. Et bon, elle m'a envoyé le script de l'interview, et cetera. Ça, j'ai commencé à réfléchir et puis l'interview, j'ai trouvé ça formidable et puis j'ai trouvé surtout que j'avais à transmettre sur le sujet. Alors la deuxième fait après, c'est progressivement, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. C'est une coach, disons plus, senior, que moi et qui m'a coaché moi-même sur mon parcours vers la mixité avec une intuition absolument incroyable sur moi-même et sur, disons, on va dire, mes talents pour, pour simplifier. Et donc, de fil en aiguille, bon, j'ai fait une enquête sur ce que c'était que les relations hommes-femmes dans le management. Vraiment pas au niveau RH, hein, mais au niveau vraiment de l'expérience de chacun et de chacune. Donc 56 managers et managers pendant 2 ans, des interviews en face à face, donc très, très approfondies. Et après ça, j'ai commencé à présenter les résultats, j'ai réfléchi à des clés de compréhension de la mixité parce que j'ai compris tout de suite que manifestement les gens ne connaissaient pas.
même dans les entreprises, même au CAC 40, dans les DRH. Et donc voilà, et puis de fil en aiguille, en coaching, j'ai animé aussi, enfin j'ai co-animé avec une coach femme la commission mixité de l'ICF, hein, qui est une des grandes, un des grands clubs de coach en France et dans le monde. Voilà, et puis là aussi, de fil en aiguille, avec concours de circonstances, j'ai été en contact avec les éditions Jouvence qui m'ont proposé de faire un livre sur le sujet. Le livre est sorti il y a 3 ans maintenant, mais il est toujours d'actualité, je pense. Je crois aussi. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'ailleurs de présenter des livres. Voilà, oui, merci beaucoup. Voilà, des livres qui ne sont pas spécialement sortis, il y a un mois, mais des livres, je dirais, qui font date, qui, Voilà. sont importants et qui font partie, je dirais aussi d'une époque, de l'évolution de la société. Bon, et je pense que bon, c'est une sorte de grille d'analyse que je propose qui est relativement pérenne. Enfin, bien sûr, le MeToo est intervenu depuis, etc. Bon, beaucoup de choses évoluent quand même, heureusement, vers la mixité, même vers la parité parfois dans les entreprises et dans les couples aussi. Mais bon, on a besoin de comprendre ce qui se passe, de Mmh. savoir qu'est-ce que c'est que le féminin et masculin en nous, pourquoi on en a peur, par exemple, et qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut travailler dessus, se l'approprier, etc. Voilà, c'est le cœur de mon livre. Oui et d'ailleurs, vous apportez, un modèle, en tout cas votre propre modèle du féminin et masculin. Alors le modèle, il dérive directement de l'enquête que j'ai menée. C'est-à-dire, j'ai interviewé au cœur de l'enquête les hommes et les femmes sur ce qu'ils considéraient comme relevant du féminin et du masculin dans les relations. C'était dans l'entreprise, hein, c'était dans le management. Mmh. Elle ou il comme manager. Et donc j'ai recueilli, je ne sais plus, 1600 verbatim, je crois, de qualités ou de défauts que l'on peut cocher comme relevant du féminin ou cocher comme relevant du masculin. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait aussi du négatif. En particulier, les femmes souvent voyaient le masculin en négatif et les hommes, bizarrement, le féminin en négatif. Donc le modèle que j'ai construit est relativement simple, c'est en 4 cadrans avec gauche, droite, féminin, masculin, en yin-yang, hein, parce que j'aime beaucoup le symbole du yin-yang et du taoïsme des origines, et en horizontal aussi en yin-yang, le plus en haut et le moins en bas. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que quand on a conscience, il me semble, non seulement du féminin et du masculin en soi, de ses comportements, de ses traits de caractère, voilà, il faut aussi prendre conscience du positif et du négatif. Trop souvent, on voit le genre opposé en négatif et c'est catastrophique. Voilà. Donc Oui. après, le bouquin propose un certain nombre d'exercices successifs pour, d'une part, s'approprier ce modèle en soi, puis le voir chez les autres, et enfin, en dynamique, le jouer dans la relation avec l'autre. Ouais, c'est génial. Ah, mais ça m'amène à me poser la question, est-ce que c'est pas un nouveau mythe, tout ça, féminin, masculin, les hommes, les femmes, le genre? Alors, bah, je dirais oui, la remarque me fait sourire, bien sûr. Il y a beaucoup de mythes, je ne sais pas si celui-là sera dans les générations futures, parce qu'un mythe, ça prend du temps quand même. Oui. Très, très prégnant, mais en tout cas, c'est ma conviction que c'est une belle utopie au sens positif du terme, et qui a des bases, et quand même, il y a un certain nombre de gens qui en parlent et qui s'appuient dessus. Et c'est en général très bien compris dans le milieu des coachs et des accompagnants, peut-être un peu moins dans le grand public. Mmh. Alors oui, c'est un modèle et le mythe qui correspond à ce modèle, c'est la mixité en tout. C'est-à-dire qu'on a un sexe mâle et un sexe femelle. Ils ne s'opposent pas, ils s'interrelient et si l'humanité fonctionne, c'est parce que les 2 sexes fonctionnent ensemble quelque part. Il peut y avoir bien sûr des orientations sexuelles différentes, c'est un autre, sujet. Et il y a des genres aussi, bah, différents, c'est-à-dire qu'on a des comportements là, je suis en train de parler, tranquillement, objectivement, donc ça, on va dire que c'est du masculin positif.
Là, Oriane, vous m'écoutez gentiment, tranquillement. Donc, c'est du féminin positif. Et il peut y avoir du masculin négatif dans la violence, comme qui a été dénoncé par MeToo, par exemple, et qui continue, et c'est absolument terrible. Je ne parle même pas de la violence dans le monde, qui est encore un autre sujet, les guerres, etc. Il y a une violence aussi sur la terre, hein, vous l'avez cité, mais c'est tout à fait essentiel. Considérer l'écologie de la terre et, comment dirais-je, tenir compte des ressources que l'on a, partir des ressources plutôt que de partir de l'exploitation, c'est quelque chose de féminin positif. Mmh. Donc voilà, si toute l'humanité fonctionnait comme ça, je pense, en humanité avec un petit h, l'humanité avec un grand H, en humanité avec un petit h, je pense on n'en serait pas là. Mmh. Voilà, alors il y en a beaucoup qui pensent comme moi quand même, heureusement, hein, mais on va espérer que ce mythe alors c'est pas un mythe nouveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand on parle du sexe et du genre aujourd'hui, par exemple, on essaie d'opposer d'ailleurs les deux, et comme traditionnellement, on fonctionne toujours en binarité. Donc on a un concept et on veut mettre le concept opposé. Non, le sexe et le genre ne s'opposent absolument pas. Et les mythes, depuis très très longtemps, nous montrent justement que les deux sont très différents. Alors on peut peut-être prendre des exemples, je ne sais pas si ça, si Oui, ça vous dit. oui, éclairons, nos auditeurs et auditrices avec, un exemple ou 2, oui. Bah, le premier exemple qui me vient, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est Paul Salomon que j'ai. Alors ma deuxième fée, c'est un des premiers livres qu'elle m'a conseillé de lire, donc j'ai évidemment plongé dedans. Et puis tout de suite, quand même, je me suis dit, bon, femme solaire, c'est bien pour les femmes, mais quid des hommes? Alors il se trouve que Paul Salomon a écrit 4 ou 5 ans après un livre miroir, du moins dans son idée, qui est basé sur l'homme lunaire. Alors, je trouve qu'elle ne réussit pas très très bien à positiver l'homme lunaire comme elle a positivé la femme solaire, mais peu importe. Ben, ça veut dire que chez la femme, elle a voulu développer, elle a fait des tas d'ateliers, etc. Vous en avez peut-être suivi vous-même. Ça a été vraiment très fort, au moins à une certaine époque, pour que les femmes prennent en compte leur masculin positif, qu'elle appelle le soleil, justement. Elles sont enceintes d'un soleil en elles. Enfin, c'est très joli. Et voilà, je crois qu'il y a eu toute une période où les femmes avaient ce besoin-là. Je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une période où ça serait pas mal que les hommes aient le besoin inverse. Alors la Lune, je suis moins fanat, mais de trouver leur féminité, quoi. Et Mmh. donc le mythe que je vois, que j'ai appelé mixisme d'ailleurs, enfin, reprenant un mot que j'avais trouvé quelque part, c'est plutôt de défendre, c'est pas tellement d'être féministe en tant que tel, bien que je le sois, mais c'est d'être fémininiste, c'est-à-dire de développer le féminin, le comportement féminin. J'en ai cité quelques exemples, en particulier le positif, évidemment, à la fois chez les femmes, c'est pas si évident que ça, et bien sûr chez les hommes, parce que les hommes, moi, on m'a appris à pas pleurer, on m'a appris à me battre, on m'a appris, etc. Et puis, bah, à 42 ans, un jour, j'en ai dit, j'en ai ras-le-bol, je change complètement, je n'avais pas encore travaillé sur la mixité en moi, hein. Et je change radicalement, et je considère que j'existe moi-même déjà, et que j'arrête de subir les injonctions des autres. Il y en a d'autres, hein. Il y a les femmes amazones, il y a le mythe de l'homme enceint, par exemple. Ça aussi, c'est Oui. aussi quelque chose de très intéressant. Donc, il y a un certain nombre de mythes comme ça dans la littérature, dans notre culture, sur tous les continents, hein, Tout à qui, fait. en fait, sortent du schéma classique qu'on a appelé Mars et Vénus pour simplifier, qui est de dire que bah, les hommes sont masculins, le masculin vient des hommes, les femmes sont féminines et le féminin ne vient que des femmes. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et moi, je dis, bah non, je ras-le-bol de ce modèle-là, de ce mythe-là. Pour moi, c'est un anti-mythe, sans jeu de mots. Et je dis, bah non, les hommes, ils sont peut-être venus de Mars et les femmes de Vénus. Le problème, c'est qu'ils y sont restés. Voilà. Ça, j'aime bien. Voilà. Alors après, il y a d'autres mythes, il y a les mythes de l'androgyne. Alors Mmh. ça date pas d'aujourd'hui non plus, hein, puisque celui qui est très connu est décrit dans Platon, dans le banquet de Platon. Et alors, ça c'est extraordinaire, c'est peut-être, comment dirais-je, une petite anecdote là-dessus, c'est que moi j'ai un déclic, c'est d'aller voir l'original.
Donc je connaissais le mythe de l'androgyne de Platon, qui disait que il y a les êtres humains étaient à la fois hommes et femmes dans le temps, et puis ils enquiquinaient Jupiter, Zeus plutôt d'ailleurs, parce qu'ils étaient trop puissants, ils roulaient sur eux-mêmes, ils avaient 2 sexes, 4 mains, 4 bras, 2 têtes, etc. Et donc un jour, il a appelé les géants et leur a demandé de couper ces êtres humains doubles, bisexués, on pourrait dire, en deux. Et ça donnait les hommes et les femmes, et chacun recherche sa moitié qui a été perdue à ce moment-là. Donc ça donnait toute la philosophie judéo-chrétienne de l'amour. Puis après, au Moyen-Âge, l'amour courtois, etc. Et ça imprègne complètement le romantisme ensuite, et ça imprègne complètement notre culture, au moins occidentale, disons, française. Voilà. Mais quand on lit le texte, eh ben, c'est pas ça. Et Aristophane, qui décrit le mythe, parce que c'est jamais Platon qui décrit ce qu'il raconte, dit que les êtres humains étaient de 3 types, pas de un seul, de 3. Des hommes-femmes, donc les êtres bisexués qu'on a retenus, comme par hasard, les hommes-hommes et les femmes-femmes. Et les géants les ont coupés en deux, tous les 3 types. Et les hommes-femmes, ça, on vient d'en parler, c'est l'amour, disons, hétérosexuel classique. Et les hommes-hommes, ça a donné les homosexuels, UELS, et les femmes-femmes, les homosexuels, E2LES. Et comme par hasard, cet aspect-là a été oblitéré, on n'en parle pas, et on ne retient que l'aspect hétérosexuel. Voilà. Donc, l'idée d'avoir en soi du féminin et du masculin, d'avoir des orientations sexuelles différentes, d'avoir une identité de genre différente, ne date pas d'aujourd'hui. Mais le modèle que j'ai pris, c'est un modèle comportemental. Hein. C'est dans la relation entre soi et un autre dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites page 100, le neutre neutralise les genres et sexes dans de l'uniforme gris. Mais donc, quelle serait pour vous la différence entre neutralité et mixité? Alors, je dirais que c'est un des 3 opposés à la mixité. Donc, en fait, dans mon livre, je démarre par 3, ce que j'ai appelé des antimythes pour rigoler un peu. Voilà, j'essaie de les tuer, mais je vais avoir du mal, hein, parce que le mythe de Mars, alors que j'ai requalifié Mars ou Vénus d'ailleurs, hein, c'est pas Mmh. et, c'est ou. Donc, on est un homme ou on est une femme, tout intermédiaire est évidemment proscrit. Le deuxième que je développe un peu, c'est celui du neutre. Alors, il est beaucoup moins présent dans notre société, mais quand même, hein, le nombre d'articles dans les courants féministes, il y a eu un courant universaliste et un courant différentialiste, hein, qui se sont violemment opposés l'un et l'autre. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins sensible. Et le courant universaliste veut évidemment l'égalité des hommes et des femmes, et là on y arrive progressivement, les quotas dans l'entreprise aussi, etc. Enfin voilà, c'est une évolution qui fonctionne bien, au moins en France, ou en Occident. On ne va pas parler d'autres pays où là ça ne fonctionne pas du tout, du tout. Mais on confond du coup l'égalité des droits avec l'uniformité, c'est-à-dire qu'on voudrait que du coup, par une sorte d'aberration, enfin pour moi c'est vraiment de l'aberration, hein, considérer que les hommes et les femmes doivent être absolument identiques. Bah non, on n'est pas identiques, et puis c'est comme ça, et puis c'est très bien en plus. C'est pas quelque chose d'horrible de pas être identique. On peut donc aimer la différence et tirer parti de la différence. La différence est importante parce que quand on joue les bénéfices de la différence en et, alors j'aime beaucoup le et commercial en esperluette, qui dépasse largement le et ET, c'est-à-dire que ce n'est pas une juxtaposition des deux, c'est pas homme et femme ET, c'est homme et femme qui crée l'humanité. Donc c'est déjà un niveau vraiment fondamentalement au-dessus des choses.
Mmh. Donc le neutre, lui, ben, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire on élimine les différences parce qu'on a peur des différences, hein, c'est à la base, faut pas rêver, hein, je fais pas de la psychologie de bazar, hein, c'est vraiment profondément ça qui est en jeu, et pour vouloir que tout soit unisexe, les vêtements soient unisexes, c'est vraiment le terme, et les comportements soient unigenres. Voilà, donc c'est l'uniformité, c'est le gris uniforme, bah, pour moi c'est pas ça. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, je signale aux auditeurs et auditrices qu'à propos de la différence, je vais avoir comme invité Laurie Hawkes, qui viendra justement nous parler de la peur de la différence. Ah bah, ça Voilà, tombe donc bien. Je vais écouter. oui, ça promet d'être intéressant et comme une suite de, notre interview ici. Oui, Alors, moi, je trouve que votre connaissance du Dao ou du Tao, hein, selon, la manière de le prononcer, mmh, heu, est vraiment bien en résonance avec, ouais, toute cette recherche, sur, je dirais, la mixité, la neutralité et cetera. Enfin, la différence entre sexes, entre genres et doit a dû certainement vous inspirer énormément et aussi, moi j'ai été assez épatée par, votre passion pour les haïkus bon, qui probablement ont dû ouvrir des portes de compréhension à propos du féminin et du masculin. alors le taoïsme, c'est Lao Tse qui est là. Mmh. Lao Tse est peut-être enfin, un des plus grands philosophes alors je dis bien philosophe, hein, parce que, quand il s'agit de l'Orient, comme par hasard, les occidentaux, rejettent, la philosophie en disant: «Bah, c'est la Grèce, c'est l'Occident». Bah, non, alors le mot philosophe vient du grec, ça c'est sûr, mais en Chine, en Inde, il y a des grands textes qui sont des grands textes de philosophie de vie, qui sont vraiment fondamentaux. Donc là, c'est le Dao De Jing. Alors le D en chinois se prononce entre le D français et le T français, donc c'est un peu compliqué, mais on l'écrit maintenant avec un D. Enfin, maintenant c'est la norme, disons depuis, je ne sais plus combien, quelques décennies. Voilà, enfin, peu importe, c'est le Tao Te Ching, qui est un livre, absolument formidable, qui décrit à la fois une philosophie de vie, qu'on pourrait appeler une sagesse, en soi et avec les autres, et aussi une sorte de métaphysique de l'univers, qui est basée sur le Dao. Le Dao, c'est l'énergie, principale de tout l'univers, mais qui est également notre propre énergie. Donc et j'ai décrit mon modèle de féminin-masculin comme des énergies justement, ces 4 énergies, parce qu'elles ne sont pas seulement en nous, elles sont aussi, par rapport aux autres dans la relation. Et tout de suite, enfin au chapitre 42 de ce Dao De Jing, il y a la description du Dao qui a 2 énergies. C'est strictement le mot qui est utilisé, hein, 600 ans avant Jésus-Christ, hein. Et ces 2 énergies sont le yin et le yang qui résonnent, vous avez employé le mot raisonner, j'aime beaucoup ce mot, qui résonnent l'une avec l'autre. Donc, ce n'est pas du tout une opposition, c'est une synergie entre les deux qui crée beaucoup plus que chacune des deux polarités. Par ailleurs, autre chapitre de ce livre, c'est peut-être le premier livre du monde, enfin de l'humanité, qui met au même niveau femmes et hommes, masculins et féminins. Donc ça, c'est quand même assez fondamental. Bon, c'est un homme qui l'a écrit, qui est supposé l'avoir écrit. À l'époque, effectivement, les femmes étaient mises ou remises au foyer, disons. Mais bon, c'est vraiment formidable de voir ça. Alors après, bon, c'est pas le seul texte qui parle, qui met à égalité les hommes et les femmes, bien sûr, mais à cette époque-là, c'est quand même fondamental, hein. En Grèce, on n'est pas du tout dans ce registre-là, mais alors vraiment pas. Il y a de l'amour, homosexuel d'ailleurs, chez les grands du monde, hein, Socrate. Donc ça, l'amour est magnifié quand il est homosexuel, entre hommes d'ailleurs, hein, on ne parle pas de l'homosexualité entre femmes. Voilà, donc et les femmes, elles sont uniquement là pour faire des enfants et élever les enfants. Voilà. Oui. Donc il y a une belle révolution à faire pour à la fois côté hommes et femmes, côté social, mais aussi je pense que ça passe par l'intérieur de soi. C'est-à-dire que quand un homme commence à prendre conscience qu'il a du féminin et que ceux qui l'ont dit mais tu dois ne pas pleurer, tu dois
te battre, et ben, parfois il faut, parfois peut-être, hein, mais prendre en compte son propre féminin. Alors pourquoi, pourquoi moi finalement par rapport à tout ça? C'est parce que, par le hasard des choses, bon, j'ai eu une mère bien évidemment, j'ai une seconde mère avec ma prof de piano, donc la musique pour moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, et je n'ai pas arrêté, je donne des concerts chez moi de temps en temps, au piano. J'ai démarré le violoncelle aussi il y a une vingtaine d'années. Heu, je trouve que c'est fondamental, comme énergie, c'est-à-dire quand on fait de la musique, soi-même ou avec quelqu'un d'autre, soi-même déjà, c'est une sorte de méditation, on s'abstrait du monde. Et moi, j'ai tenu dans la grande entreprise avec les postes de cadre dirigeant que j'ai eus parce que j'avais fait d'une part du yoga et d'autre part de la musique. Donc c'est une sorte de féminin tout à fait positif qui est fondamental. Alors le plus beau, c'est quand on joue à deux ou à plusieurs, ça c'est magnifique. Donc j'accompagne aussi des chanteurs, des violoncellistes, des violonistes Mmh. pour faire ces concerts, et c'est une très belle apprentissage de la féminité quand on en prend conscience, avec mon livre. Bien Ah, sûr. bien sûr. Et Et puis le haïku. Alors vous me parlez du haïku, oui. la phrase que vous avez citée pour le neutre est un Mmh. haïku. Alors j'ai commencé, enfin j'ai découvert le haïku il y a une vingtaine d'années, aussi, par hasard, comme tout, hein, dans une librairie comme ça. Je suis tombé sur un 1er livre qui m'a intéressé, qui était très pédagogique sur, ce que c'était que le haïku et le tanka, enfin qui est une autre forme, peu importe. Le haïku, c'est le plus court poème, du monde. Il nous vient du Japon du XVIIe siècle, et il est en 3 séquences que l'on écrit en 3 vers, dans l'Occident. Et l'idée, c'est que ces 3 vers apportent 3 idées, bien sûr, qu'elles sont en synergie les unes par rapport aux autres. Et il y a en général une césure, explicite ou implicite, qui découpe le haïku en 2 plans. Et donc le haïku fait réagir, c'est un peu comme masculin et féminin, peut-être j'y avais pas pensé encore. Waouh! Et donc, c'est justement pas une césure. C'est-à-dire en français, on dit une césure dans la poésie. C'est au contraire une synergie, une résonance. Voilà, le mot est tout Une à fois de fait bien. plus. Voilà, une fois de plus entre les deux. Et puis, bon, je suis tombé dans le haïku poétique. Alors, j'ai écrit des milliers de haïkus. J'ai donc publié plusieurs livres. J'ai écrit des haïkus portraits de personnes autour de moi en leur donnant mon premier livre. Et ça a suscité un engouement incroyable. C'est-à-dire que chacune et chacun à qui je donnais ce haïku, qui était le portrait que je sentais moi d'elle, me renvoyait un haïku. Donc c'est un poème qui, comment dirais-je, un alexandrin, un sonnet, personne n'en écrit parce que c'est trop long, c'est trop structuré, et cetera. Le haïku, on s'y met. Voilà, chacun s'y met. Alors après, alors j'aime bien faire des liens entre mes diverses, on va dire, talents. Donc j'avais un besoin qui était de faire de la pédagogie, comme pour écrire ce livre, par exemple. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais utiliser, comme en coaching d'ailleurs, par ailleurs, utiliser le haïku comme outil pédagogique. Et donc, je prends des concepts et j'en fais un haïku, donc avec 3 idées qui fonctionnent ensemble. Et je vais vous lire celui qui est en 4e de couverture de mon livre. Et je remercie l'éditeur d'avoir bien voulu mettre un haïku en 4e de couverture d'un livre. C'est pas totalement évident. Chacune et chacun, féminin au pluriel et avec le et commercial masculin, enfin l'être humain. Chacune et chacun, féminin et masculin, enfin l'être humain. Donc Mmh. voilà, c'est le mythe, hein, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, alors le haïku, on peut dire que oui, c'est une création, une créativité féminine, parce que à l'inverse du lac de Lamartine où il s'épand tellement de larmes que ça remplit le lac, le haïku, principal de Bachot, c'est une grenouille plonge. Ça commence par un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau. C'est-à-dire que le poète se met à l'extérieur de la scène et c'est le lecteur qui va en fait créer le poème quelque part en résonnant à ce que dit le poème.
Voilà, donc c'est quelque chose de beaucoup plus féminin que la poésie occidentale. Donc Mmh. voilà, je suis baigné, je suis Waouh! baigné dans ces diverses formes de féminin. Puis j'ai eu une fille et un garçon, ça compte aussi. Su Voilà. Oui, et d'ailleurs, j'avais envie de revenir au thème de la musique, Oui. hem, Ah. dans la mesure où je dirais que la musique peut s'exprimer s'il y a un bel équilibre entre des notes féminines et des notes masculines. Alors, il y a effectivement des analyses qui essaient de faire l'analogie féminin-masculin avec la musique. Il y a plusieurs types d'analogies. Il y en a une qui est basée sur le rythme, par exemple, qui est plus féminin. On se demande pourquoi, parce que, bon, il peut y avoir des rythmes à deux, on ne va pas épiloguer sur le sujet, et des rythmes plus féminins qui seraient, et des éléments plus féminins qui seraient la mélodie. On peut penser aussi au genre majeur, enfin, aux gammes majeures, aux gammes mineures, enfin bon, on peut faire des associations effectivement comme ça. On a pu dire aussi que les femmes jouent différemment du piano que les hommes. J'y crois pas énormément. Par contre, ce qui est fondamental, c'est qu'on peut regarder la musique comme en yin-yang, Mmh. c'est-à-dire qu'il y a des traits doux, il y a des traits plus durs, il y a des moments comment dirais-je, méditatifs, par exemple, et des moments plus rythmés. Il y a aussi des buts différents. Il y a la méditation, il y a la danse, il y a le drame aussi. Enfin, il y a beaucoup de musiques qui font pleurer. Il y en a moins qui font qui sont joyeuses d'ailleurs, c'est un peu étrange, mais enfin c'est comme ça. Donc oui, l'analogie féminin-masculin à divers plans, je pense c'est tout à fait intéressante pour la musique. Alors jouer à deux, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai écrit un jour un haïku là-dessus que j'ai plus en tête. C'est dans une sonate, en fait, quand je m'élance, non, quand je m'élance, tu me relances, ou quelque chose comme ça a été dans le haïku. C'est-à-dire que cette résonance qui est complètement dynamique l'un avec l'autre, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est une, comment dirais-je, c'est une représentation un peu du féminin et masculin que chacun a en soi et qui joue avec l'autre. Alors moi, je le travaille dans le livre, pas dans la musique, mais je pourrais le faire par ailleurs, l'étudier par ailleurs. Je travaille dans les relations avec les autres. C'est le dernier chapitre du livre, le sous-titre du livre étant d'ailleurs, et je mets en harmonie, je développe mon féminin et masculin. Alors je mets féminin en premier et pas en deuxième, et masculin avec le et commercial. Et le sous-titre c'est et je mets en harmonie mes relations. Donc le but final de mon bouquin, c'est vraiment d'arriver à améliorer, à s'approprier le féminin et masculin en soi, se l'approprier chez l'autre, c'est-à-dire quand on a compris ce que ça voulait dire pour soi, c'est d'essayer de le voir chez l'autre. Et ensuite, quand on reçoit une, une agression, une injonction, une culpabilisation, enfin comme on reçoit souvent d'autres personnes, quelles qu'elles soient, hein, dans l'entreprise ou dans la famille, au lieu de réagir, ça c'est un peu du masculin négatif hein, que l'on reçoit, mais c'est d'apprendre à réagir en positif. Ça a l'air idiot, mais c'est quand même très très puissant. C'est un peu la communication non violente, hein, mais là, colorée par le féminin et le masculin. Donc je donne un certain nombre de règles et d'exemples où quand on reçoit une telle agression relevant du masculin négatif, que ce soit d'un homme ou d'une femme, on réagit en positif, soit en masculin, soit en féminin, en fonction de la situation, de son interlocuteur, du moment, de son feeling, de son intuition, etc. Avec toujours comme intention, ce qui n'est pas la même chose que l'intuition, d'avoir évidemment, comment dirais-je, de faire vivre la relation, voire survivre, parce que quand on reçoit un stroke comme ça, bon, on est tous câblés pour réagir violemment, aussi violemment que l'autre, voire plus violemment encore. Donc si on fait ça, on casse évidemment la relation. Donc, c'est pas de s'écraser, hein, mais c'est de prendre les choses en douceur
comme le Tao, de réagir en yin quand on reçoit un yang trop négatif. Oui. En tout cas, j'en profite pour dire que votre livre est bien plus qu'un simple bouquin qui traite d'un sujet, mais c'est aussi un livre compagnon de réflexion avec des exercices, des Oui, tests et des citations inspirantes. Donc d'accord. voilà, et toujours disponible en librairie, hein. Donc si, parmi les auditeurs, il y en a qui voudraient se le procurer, eh bien, il suffit, soit de le commander en ligne ou bah, de le commander chez votre libraire préféré. Exactement. Vous pouvez le commander à n'importe quelle librairie, sur la Fnac, .com, sur Oui. Amazon.fr ou sur le site des éditions Jouvence, bien évidemment. Tout simplement. Eh bien, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Et si vous aviez une recommandation à faire à nos auditeurs et auditrices, quelle serait-elle? Ma grande recommandation, ça serait ça, c'est de s'approprier le modèle et surtout de le pratiquer avec les autres parce qu'il n'a d'intérêt et d'utilité qu'en dynamique avec les autres. Voilà. Merci, merci Francis d'avoir accepté de faire cette interview qui, je l'espère, chers auditeurs et chères auditrices, vous permettra de mieux comprendre cet équilibre essentiel entre masculin et féminin. Et pour ne rater aucune des prochaines interviews, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités. Et oui, en cliquant sur le petit pouce, activez la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis moi, je vous recommande de partager cette vidéo. Si elle vous a parlé, eh bien, de la partager avec vos amis. Moi, je vous dis, hein, cela ne peut que faire du bien à vous et à vos amis. Voilà, au revoir Francis. Merci beaucoup Ariane et puis au revoir. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le Oui, monde. je vous recommande Le fil d'Oriane. Merci.